Bonjour à tous et bienvenue à ce Study Live étudié au Canada. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à toutes vos questions concernant des études au Canada. Et pour nous rejoindre, nous avons deux étudiants qui vont nous faire part de leur expérience au Canada. J'ai avec moi Florian et Grace. Bonjour Florian et Grace. Bonjour, Comment allez-vous? très bien. Ça va, Alors, merci. je crois savoir que chez vous, au Canada, donc vous êtes basés à Montréal tous les deux. Exact. Voilà, donc je crois savoir que chez vous, on est le matin, donc bonne journée. Merci. Et donc vous, Grace, vous suivez actuellement des études de finance à HEC Montréal. Et Exact. vous, Florian, vous suivez des études, rappelez-moi, En relations publiques en à relations l'UQAM. publiques à l'UQAM, à Montréal également. Grace, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours en quelques phrases? Et puis ce sera votre tour ensuite, Florian. Ok, donc j'ai commencé par j'ai eu mon bac ES en France au départ. Ensuite, j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce en France. Et j'ai décidé, après ça, d'aller faire mon baccalauréat en administration des affaires, concentration finance à l'UQAM, que j'ai obtenu là en avril. Donc, c'est une durée de 3 ans. Et ensuite, j'ai décidé de faire un master en ingénierie financière à HEC Montréal. Et là, je suis en première année de master à HEC Montréal en ingénierie financière. Merci, Grace. Et vous, Florian, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment vous en êtes arrivé à vos études à Montréal? Oui, alors moi j'ai fait plein d'allers-retours. J'ai fait un bac+2 en France et on m'a proposé de partir en échange universitaire au Canada, à Montréal. Donc je suis parti sous la forme d'un duty, c'est-à-dire que je dépendais de l'éducation nationale en France, mais j'étais étudiant québécois. Et je suis parti une première fois en études politiques. Je suis revenu un an après à cause du Covid, cette fois-ci en tant qu'étudiant québécois, c'est-à-dire que je dépendais du système québécois, cette fois-ci en relations publiques à l'UQAM. Alors, c'est deux parcours assez différents. Par exemple, vous, Grace, quand vous avez décidé de poursuivre vos études supérieures au Canada, quelles sont les démarches que vous avez dû en fait entreprendre en termes de visa, pour pouvoir rentrer dans votre établissement maintenant HEC? Qu'est-ce que vous avez dû faire administrativement? Donc, administrativement, on commence par d'abord chercher le programme et l'université qui nous intéressent, donc directement sur le site de l'université. Et ensuite, j'ai sélectionné quelques programmes qui m'intéressaient. J'ai postulé directement sur le site de l'université. Ici, ça ne passe pas par Parcoursup ou quelque chose comme en France. Ensuite, après que j'ai eu ma lettre d'admission dans l'université, j'ai commencé mes démarches. Donc, j'ai commencé par le CAQ. Donc, c'est comme un certificat d'attestation d'études au Québec. Ensuite, après le CAQ, il faut demander un permis d'études. Donc, c'est plus au niveau fédéral. Et ensuite, 3 mois après, j'avais déjà tout et j'ai pu venir. D'accord. Les démarches Et immédiates. donc, vous, ça s'est passé finalement, ça s'est passé assez vite et ça a été En fait, facile. j'ai fait mes documents au moment du Covid, donc c'est sûr que ça a pris un peu plus de temps qu'habituellement. Mais en soi, c'est très, très bien expliqué et on peut le faire quand même assez tout seul. Genre, c'est vraiment facile. D'accord. Donc, vous trouvez que les ressources que vous avez utilisées, c'était plutôt à la portée de tout le monde finalement? Oui, exactement. Sachant que quand on reçoit notre demande d'admission, l'école met à notre disposition un guide pour étudiants internationaux qui nous permet de savoir quoi demander et quoi faire. Ok. Et Vraiment de votre côté, allez-y. on est vraiment accompagné dans le processus d'immigration entre le moment où on reçoit la demande d'admission et la rentrée. Ok. Et de votre côté, Florian, alors vous, c'est un peu différent parce que du coup, vous aviez deux statuts différents à différentes périodes. Comment ça s'est passé quand vous étiez étudiant français et comment ça s'est passé quand vous êtes passé sous statut d'étudiant québécois? C'est ça. En fait, quand je suis passé sous statut québécois, je pense que ça rejoint énormément ce qui a été dit. Je trouve ce qui est intéressant, c'est quand j'étais étudiant en échange, donc c'est-à-dire que je dépendais d'une université française qui donne la possibilité à tous les étudiants de France de partir pendant 6 mois ou un an à l'étranger. Donc il y a tous les pays qui sont possibles. Moi, j'ai choisi le Canada. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous regardez sur le site de votre université, sur le site de votre école de commerce, votre école de communication, les partenariats qu'ils ont. Et en fait, ça marche sous partenariat.
C'est-à-dire que votre école française va accueillir des Québécois et votre école québécoise va accueillir des Français. Cet échange, il est coordonné dans toutes les écoles. Et en fait, moi, sur la liste, il y avait plusieurs écoles qui étaient groupées à Montréal, il y en avait à Québec, il y en avait à Toronto. Moi, j'ai choisi la partie française. Ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler parce que le Canada, il y a deux parties. Il y a la partie française et il y a la partie anglophone. Ça, je ne le savais pas forcément, moi, quand je suis arrivé. Je suis un peu arrivé parce qu'on m'a dit, tu peux partir à l'autre bout du monde. Moi, j'ai dit oui, je ne savais pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Mais du coup, il y a les deux parties. Donc ça, c'est génial pour les personnes qui ne parlent pas forcément anglais. Vous avez la possibilité de partir dans des universités qui sont 100% françaises. Il me semble que HEC en fait partie. Il y a l'UDEM, il y a l'UQAM. Puis après, vous avez des universités anglophones, mais qui sont aussi ouvertes pour les Français. Et donc, ça, c'était la partie vraiment administrative. Mais en ce qui concerne la partie académique, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été admis sur dossier? Est-ce qu'il faut passer un concours? Est-ce qu'il y a des épreuves? Alors, c'est sur dossier, généralement. Je sais que, de mémoire, si on veut rentrer donc en baccalauréat, en bachelor, en licence, à HEC Montréal, par exemple, il faut minimum 14 de moyenne au baccalauréat. Et en master, il me semble qu'il faut minimum 12 de moyenne et il faut passer le TAJMAJ à HEC Montréal. Après, je sais qu'à l'UQAM, moi, quand je suis rentrée, il fallait avoir minimum 12 au bac pour pouvoir être admis au baccalauréat en administration des affaires à l'UQAM. Mais ça varie en fonction des programmes, je pense. Mais c'est vraiment sur dossier, donc il n'y a pas de concours, écrit. À la limite, par exemple, moi, ce qu'on m'a demandé en master, c'est de fournir 2 lettres de recommandation et une lettre de motivation, plus après mes relevés de notes. D'accord. Et de votre côté, Florian? Oui, en fait, nous, il fallait prouver à notre université française qu'on était partant, donc qu'on avait envie de partir à l'étranger, parce qu'à ce moment-là, c'est votre université française, lorsque vous partez en échange, qui finance votre voyage. Donc, en fait, vous ne payez pas l'école, elle est complètement prise en charge par l'État français. Et si vous avez des bonnes notes, l'État aussi vous permet d'avoir une bourse qui est indépendante de votre niveau de vie avec vos parents et tout. C'est vraiment une bourse qui est basée sur les notes. Donc, c'est hyper important d'avoir une bonne moyenne. Mais c'est exclusivement basé sur dossier. Il y a une étude qui est faite avec une lettre de motivation. Si l'université, elle pense que vous êtes motivé et que vous avez le niveau, elle vous envoie dans une université au Canada. Ça a été également votre cas, Grace? Vous avez également bénéficié de cette aide financière? Non, je pense que c'est dans le cas d'un échange. Quand tu dépends vraiment du système québécois, genre canadien, tu ne peux pas bénéficier de cette bourse-là, il me semble. En fait, c'est ça. Parce que moi, du coup, si je peux me permettre, vu que j'ai fait les deux, c'est Oui, exactement ce que tu dis. Il faut bien différencier quand vous partez étudier au Québec. Dans ce cas-là, vous devenez étudiant québécois. Vous dépendez du système québécois et la France, elle ne s'occupe plus du tout de vous. Et quand vous partez en échange, c'est que vous restez étudiant français, mais vous partez en échange pour une durée déterminée, 6 mois ou 1 an, au Québec. Et là, dans ce cas-là, vu que vous êtes encore étudiant français, l'État français, pour vous aider, peut mettre en place des bourses. Et selon votre niveau scolaire, etc., les bourses, elles peuvent être très importantes parce que le Québec et le Canada, c'est un pays qui coûte cher. Et pour vous donner un exemple, la première année, j'ai bénéficié d'une bourse au mérite, donc qui est sur les notes, qui est équivalent à 9 950 €, donc environ 10 000, pour vivre et pour financer, sachant que l'école était déjà prise en compte. Donc l'État français, il favorise énormément les étudiants qui veulent partir. Donc s'il y en a qui nous regardent et qui disent le Canada c'est cher, si vous partez en échange, il y a des solutions de financement qui existent. Alors justement, en reparlant de ces solutions de financement, donc comme vous avez été étudiant québécois hors du système d'échange dont vous nous parlez, vous n'avez pas du coup à un moment donné profité de l'aide financière de l'État français. Comment vous avez pu financer vos études et votre vie sur place?
Alors, pour mes études, ben, pour mon bac, c'était essentiellement ma mère, honnêtement. Ma mère m'a beaucoup aidée au début. Mais pour ma vie là-bas, il faut savoir que le système canadien, ça permet vraiment de concilier vie personnelle et vie scolaire. Donc, ça fait qu'on n'a pas beaucoup d'heures de cours en soi. Moi, je sais qu'en licence, comme en bachelor, j'avais 15 heures de cours par semaine. Ça fait que ça me permettait de travailler à côté, d'avoir un emploi à temps partiel. Je pouvais travailler 20 heures et je pouvais comme économiser de l'argent pour vivre sur place. Là, maintenant, je sais qu'en master, étant donné que le coût de la scolarité est largement moins cher, je peux me permettre de payer ma scolarité par semestre en travaillant à côté. Donc ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'étudiants qui le font, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent, qui arrivent à aller à l'école, qui arrivent à payer leur loyer, et étant donné que les frais de scolarité pour les étudiants français sont, sont bas par rapport aux autres étudiants internationaux. D'accord. Et de votre côté, Florian, comment ça s'est passé? Ouais, ben, à peu près pareil. Lorsque vous venez étudier ici, que ça soit étudiant vraiment comme un Québécois, comme un Canadien ou que ça soit en échange, vous avez la possibilité de travailler. Et c'est très, très différent du modèle français. Moi, en France, j'ai fait des écoles publiques et des écoles privées. Et c'est souvent, dans la grande majorité, les parents qui aident à financer ou les étudiants qui prennent une bourse. Euh, Au Québec, c'est très différent. Les élèves financent eux-mêmes leur parcours et vous avez la possibilité de finir très tôt les cours, c'est-à-dire qu'à 14 h, 15 h, vous n'avez pas forcément des cours l'après-midi où vous travaillez soit le matin, soit l'après-midi, mais on est très loin du modèle français où vous faites 8 h, 17 h et quand vous rentrez, vous faites vos devoirs pour le lendemain. Au Québec, on a vraiment du temps qui est libre pour nous et qui permet aux étudiants d'aller travailler. Il faut savoir que le Québec, c'est quasi le plein emploi. Il y a très peu de chômage et ça donne du coup la possibilité à des étudiants d'avoir des emplois à côté qui permettent de financer comment ça s'appelle, leurs études ici. Alors, on va aller sur une question qui intéresse tout le monde, je pense, et vous en parlez beaucoup sur TikTok, Florian. Vous avez cette expression, c'est comme sur Netflix. Alors, on veut savoir, les futurs étudiants veulent savoir, est-ce que les universités canadiennes, les universités au Québec, puisque c'est ce que vous connaissez le mieux, est-ce que finalement c'est tout ce qu'on se représente, ce qu'on voit à la télé? À quoi ça ressemble? Ça me fait beaucoup rire parce que je ne savais pas du tout que vous avez vu cette vidéo. Mais bien sûr. Elle date, mais oui, en fait, moi, je suis vraiment tombé amoureux du Québec. En fait, c'est comme dans un film, mais vraiment, quand on arrive avec les yeux d'un Européen, d'un Français ici, on a au détour d'une rue un bus jaune, on a dans les universités des casiers à l'américaine. Moi, le week-end, parfois, il m'arrive d'aller voir des matchs de football américain avec des pom-pom girls, etc., des cheerleaders. Et je trouve ça incroyable. Et en fait, au-delà de l'aspect waouh, il y a un aspect sécuritaire. Et je pense que peut-être Grace pourra en témoigner aussi. Je ne sais pas, mais un aspect sécuritaire qui est incroyable. Pour vous donner juste un exemple, moi en France, je me suis déjà fait cambrioler plusieurs fois, ou quand j'étais en stage à Marseille, un vol à l'arraché, etc. Ça fait 4 ans que je suis ici, au Québec. On ne m'a jamais rien pris. C'est incroyable. Le mot, c'est vraiment, il y a une douceur de vivre et quelque chose qui est tellement apaisant. Pour vous dire, je vous parle devant ma vitre, les vitres n'ont pas de volet. Les vitres n'ont pas de volet. La porte d'en bas, comme toutes les portes de mes amis québécois, n'ont pas des doubles volets, Double verrou. double verrou. La porte est partiellement en verre. Et enfin, ça ne craint vraiment, vraiment rien. Alors oui, il y a des incidents parfois, mais on a une sécurité qui est incroyable. Est-ce que vous ressentez aussi ce sentiment de sécurité, Grace? Mais oui, ça me fait rire quand il dit que c'est comme Netflix parce que, en vrai, c'est parce que je trouve que le Québec, Montréal, genre, c'est une influence des États-Unis et un peu de l'Europe, la France et tout. Donc, je trouve que c'est le parfait milieu. Et je veux revenir sur l'insécurité. C'est vrai que nous, bah, les femmes, on est sujet à beaucoup d'agressions. Comme, tu sais, quand on rentre et tout en France, on se sent pas safe. Moi, honnêtement, je me sens vraiment comme dans un pays où je sais que je peux marcher la nuit, je sais que j'ai moins de risques de me faire agresser. C'est drôle, mais des fois, je reçois des colis, ça reste devant chez moi, Oui,
2 jours, il n'y a personne qui vient voler mon colis alors que mon appartement donne clairement sur la rue. Donc, il y a du passage tout le temps. Donc, c'est ça qui m'avait beaucoup impressionné, la gentillesse. Un jour, j'ai perdu mon colis. Il y a quelqu'un qui l'a ramené à la poste pour moi. Enfin, genre, les gens, ils pensent qu'on abuse quand on dit ça et qu'on dénigre la France, mais pas du tout. C'est juste que la mentalité est différente. Et honnêtement, je ne pensais pas dire ça parce que je pensais vraiment faire mes études et possiblement rentrer après mes études. Mais plus le temps que je passe ici, plus le temps que je me dis, OK, peut-être que tu vas rester. Et c'est vrai que des fois, quand je rentre en France, j'ai l'impression d'être dépaysée. Les gens, ils ne comprennent pas. Genre, les gens, ils ne comprennent pas. J'ai l'impression d'être dépaysée. J'ai l'impression, pas que c'est plus chez moi, mais j'ai l'impression que comme je me sens plus aussi en sécurité que comme je me sens au Québec. Et c'est vrai que, par exemple, il y a cette atmosphère où on ne va pas te juger. Il y a cette atmosphère où, genre, tu vas pouvoir comme t'habiller comme tu veux, te maquiller comme tu veux. Genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de jugement. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et c'est vrai, c'est comme Netflix. Mais ça me fait vraiment plaisir, Grâce, que tu partages ton témoignage. Je me permets juste d'y répondre parce que c'est vrai que quand on vient ici, moi, quand je suis retourné en France, par exemple, pour Noël, c'est très important pour moi, Noël et ma famille, bah, c'est pas que je me sens plus chez moi, mais je me dis, OK, je recommence à avoir des réflexes qui me seraient même pas venus à l'esprit ici. Et je trouve que c'est vraiment important d'en parler entre expatriés et peut-être de témoigner de ce qu'on vit ici aux personnes, par exemple, que je vois dans le chat ou des personnes qui seraient intéressées à venir. Et je remercie Studirama d'avoir cet échange-là. Parce que des fois, moi, je me dis, OK, mais c'est un peu bizarre ce que je dis. Puis après, je me rends compte que je ne suis pas tout seul et je ne suis pas fou. Mais c'est vrai que il y a une atmosphère ici, c'est tellement agréable. Même par exemple pour les études, tu vois, Emmanuel, on se vous voit, mais c'est vrai que je pense que Grace, elle en a l'habitude ici, même les profs, même très vite dans la hiérarchie, quand tu travailles en stage, etc., on se tutoie ici. Et je trouve que c'est tellement une métaphore de l'ambiance québécoise. Euh, Tu rentres dans un magasin, on te demande salut, comment tu vas? Alors moi au début je me suis dit oula. Et en fait c'est ça, en fait il y a une ambiance, c'est vraiment apaisé. Donc en fait, c'est un art de vivre Ouais. qui est totalement différent de l'art de vivre français et qui vous plaît énormément finalement. Oui. Et du coup, justement, on parlait de votre vie quotidienne. Vous nous avez un peu dit que finalement, les journées de cours sont beaucoup moins longues et vous avez des devoirs à rendre, mais vous n'avez pas autant d'heures de cours. Donc, du coup, comment s'organise votre vie sociale? Est-ce que vous rencontrez d'autres étudiants internationaux, d'autres étudiants français? Comment ça se passe en fait, l'intégration? Bah, honnêtement, les gens ici sont quand même assez sociaux, je trouve. Et je sais qu'avec l'université, on a beaucoup d'événements organisés chaque semaine, c'est pour apprendre à se connaître et tout. Et j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés ici, d'étudiants internationaux qui viennent, mais j'ai l'impression que vu on est un peu tout seul de notre côté, et ben c'est sûr qu'on va beaucoup plus se rapprocher entre nous, on va beaucoup faire des activités. Moi, je sais que des fois, je ne rentre pas forcément à Noël, donc entre étudiants internationaux qui nous retrouvons seuls pendant la période des fêtes, ben, on va faire quelque chose, on va faire un repas tous ensemble. Donc, en vrai, j'ai vraiment pas de problème avec la vie sociale. Je sens que Montréal, c'est une ville qui bouge beaucoup. Je sais que l'été, que ce soit l'été ou l'hiver, il y a toujours des événements, il y a toujours de quoi faire. Donc, en vrai, niveau vie sociale, on ne se plaint pas. Et est-ce que il y a, parce que vous êtes quand même dans la partie francophone du Canada, mais est-ce que il y a quand même une barrière de la langue? Alors, le québécois reste francophone, mais est-ce qu'il y a une barrière de la langue avec d'autres étudiants, ou est-ce que voilà, vous rencontrez des difficultés à vous faire comprendre, ou voilà, à discuter avec d'autres personnes sur place? Bah, en vrai, moi, j'ai eu du mal au début avec l'accent québécois et les termes. Donc, j'aurais dit que oui, j'ai eu de la difficulté déjà à comprendre et à me faire comprendre parce que apparemment, nous, les Français, on a notre manière de parler et on parle vite, apparemment. Donc, oui. Et je sais que dans certains, ben, je sais que moi, je vais à l'école avec des étudiants internationaux, donc qui sont en échange, donc ils parlent en anglais, donc à ce niveau-là. Et il y en a certaines, il faut savoir qu'on a 2 universités anglophones à Montréal, donc Concordia et McGill. Ça fait que quand on va aller de ce côté-là de Montréal, c'est sûr qu'on va beaucoup plus entendre d'anglophones. Genre, au niveau du centre-ville, on va quand même beaucoup plus entendre d'anglophones. Et moi, je me suis retrouvée, par exemple, dans des endroits ou dans des restaurants et tout, où justement, ben, on ne parlait pas forcément français.
Je sais que le Québécois a un petit problème avec les personnes qui parlent que anglais parce que le Québécois est vraiment attaché à la langue française et ne veut pas que la langue anglaise vienne empiéter sur la langue française. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, on dit que c'est francophone, oui, je suis d'accord, mais il y a quand même des endroits où on va beaucoup plus voir des anglophones que des francophones, je trouve. Ouais. D'accord. Et alors vous, du coup, Florian? Ouais, c'est vraiment ça. Sur la langue, c'est un petit peu un sujet qui est touchy au Québec. En fait, pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien, en fait, le Canada, c'est un groupement de provinces dont fait partie le Québec et qui est la seule province francophone. C'est un petit peu comme nos amis corses ou nos amis bretons. Ils sont un petit peu, ils ont un écosystème qui est à part du Canada avec leur propre culture et leur propre langue. Et en fait, vous avez la possibilité, par exemple à Montréal, d'étudier en français ou en anglais et de vivre en français ou en anglais. La plupart des gens parlent les deux langues. Et Montréal, c'est la ville au monde où il y a le plus fort taux de bilinguisme, français-anglais. Donc, d'ailleurs, quand vous allez dans un restaurant ou dans un bar, on va vous accueillir avec le bonjour hi, qui est bonjour pour la langue française et hi pour la langue anglaise. Et en fonction de ce que répond le client, la discussion va se poursuivre dans la langue choisie. Et moi, j'ai étudié toute ma scolarité en français parce que je venais notamment de la France avec un piteux été en anglais. Je me suis dit, oula, je vais rester dans le système francophone. Mais vous avez la possibilité de prendre des cours qui sont en anglais. Et pour répondre, je vois dans le chat, il y a Julie qui nous demande s'il faut avoir un certain niveau d'anglais, même si on va dans une université francophone. Ce n'est pas nécessaire. Il y a vraiment, du point de vue de la province, peut-être HEC, c'est différent. À l'UQAM, après, je pense que ça dépend des programmes. Ouais. Parce que j'ai fait un bac en administration, mais à l'UQAM, on te demande, pour avoir ton diplôme, on te demande de passer comme un test d'anglais, où il faut valider un certain niveau d'anglais, ou sinon, il faut faire des cours d'anglais pour pouvoir valider ce niveau d'anglais. C'est juste ça, sinon, tu n'as pas ton diplôme. Voilà, mais par contre, pour y accéder, il me semble qu'il ne doit pas prouver d'un niveau d'anglais. Non, pour y accéder, non. Voilà, c'est ça. Vraiment, pour l'avoir, le diplôme à la fin, il faut vraiment ça. Donc en fait, après, la ville, de toute façon, elle vous offre tellement d'opportunités de progresser en anglais. Et vous le verrez, la plupart des Québécois, pour les personnes qui viennent nous rejoindre, font du franglais. C'est-à-dire qu'ils vont débuter en français et ils vont enchaîner en anglais. Alors au début, vous avez un peu de mal et vous les regardez avec des grands yeux. Et moi, je disais à mes amis, mais on peut reprendre le français. Puis après, vous allez vous rendre compte que dans vos phrases en français, il y a des mots anglais qui vont se glisser. Et puis, les gens switchent énormément, changent énormément de langue. Alors, il y a quelques questions sur le chat, notamment une question que je ne vous ai pas posée, mais qui est très importante. Comment vous avez trouvé vos logements? Et est-ce que l'université vous a aidé? C'est une question d'Enzo. Moi, personnellement, mon frère était déjà sur place, donc c'est sûr qu'il a cherché pour nous deux. Mais j'ai des amis qui sont passés par Kijiji. C'est l'équivalent du Bon Coin de la France. Oui. Et Marketplace aussi. Je sais que ça fonctionne beaucoup. Je sais qu'aussi, il y a des résidences universitaires qui sont mises à disposition avec l'université. Certaines ont bonne réputation, d'autres non. Donc, c'est ça. Et vous, Florian? Oui, vraiment, Marketplace me semble un super bon endroit. C'est le bon coin de Facebook, un petit peu, où tout le monde met des annonces. Pas hésiter à aller sur des groupes Facebook, les Français à Montréal ou étudiants d'échange 2023-2024. Et de toute façon, les gens vont s'entraider. Et je rebondis sur ce qu'a dit Grace. Il faut se rendre compte qu'il y a énormément d'expatriés, énormément d'immigrants ici. Et il y a une solidarité qui se traduit par ça. C'est-à-dire que vous allez fonder une autre famille ici parce que vous laissez votre famille en Europe et vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Si par exemple vous avez peur de fêter Noël tout seul, etc., la plupart des gens ils s'invitent mutuellement. Vous allez vous faire des amis de façon assez rapide. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens sont dans le même cas que vous. Et c'est ça. Vous allez rencontrer du monde, vous allez créer une autre famille, c'est ça. Donc vraiment pas de stress à ce niveau-là. Alors, j'ai une autre question de Mélissa qui demande si, à l'issue de sa licence en France, elle doit faire une mise à niveau pour accéder à un master au Canada. Il se peut que oui.
Donc, mais par exemple, moi, j'ai parlé de mon cas personnel. J'ai fait un bac en finance et je suis allée en ingénierie financière. Ingénierie financière, c'est un mélange entre la finance et les mathématiques. Donc, là, présentement, je suis en train de faire une remise à niveau en mathématiques. Ceux qui ont plutôt un parcours mathématique, au contraire, eux, ils sont en train de faire une remise à niveau en finance. Donc, il se peut qu'on nous demande de faire des cours comme préparatoires à la maîtrise, histoire de se remettre à niveau. D'accord. Et j'ai également une question en fait sur la reconnaissance de vos études si vous décidez de revenir en France. Alors j'ai cru comprendre que peut-être que ce ne serait pas le cas, mais est-ce que vous savez si les diplômes que vous avez obtenus et que vous allez obtenir sont reconnus en France? Oui. Alors déjà, peut-être, quand Grace dit le bac, elle repasse pas son baccalauréat. Bac ici, c'est la licence. Parce que D'accord. moi au début, Alors oui, ouais, non, mais c'est c'est ça, important parce de que le moi au début, quand préciser. on m'a dit: «Est-ce que tu vas venir faire un bac au Québec?» Je me suis dit: «Mais hors de question que je revienne avec des gens qui ont 17, 16 ans», parce que moi à l'époque j'en avais 20. Et en fait non, un bac est une licence. Et en fait, en parlant d'équivalence, il y a juste les mots qui changent, mais le Québec et le Canada, le Québec et la France ont des liens qui sont très très forts, avec énormément d'équivalences, énormément de passerelles. Et les deux pays, la plupart du temps, sauf cas exceptionnels, notamment liés à tout ce qui est médecine, où il faut faire des petites mises à niveau, etc. La plupart du temps, les deux pays ils reconnaissent les diplômes. Et de toute façon, si vous revenez en France avec dans votre CV, j'ai fait des études au Canada, j'ai fait un stage au Canada, les employeurs ils vont vous adorer. Et si vous venez avec des diplômes français, le Québec il va vous accueillir avec à bras ouverts, parce qu'il recherche énormément, que ça soit dans les études ou que ça soit pour travailler. D'accord. Alors j'ai une autre question d'Héloïse qui demande est-ce que c'est facile de trouver une école? En Comment vrai, vous en êtes pris? moi, je trouve que oui, honnêtement, il y a quand même l'information disponible. Tu sais, genre, si tu mets juste université à Montréal, et après, ça va te sortir comme la liste, ou université à Québec, ça va te sortir la liste et tout. Et après, tu vas pouvoir directement aller sur le site de l'université pour voir le programme qui t'intéresse. Honnêtement, je trouve que c'est quand même assez facile de trouver une école dans le programme qui nous intéresse. Genre, l'information est vraiment disponible. On ne doit pas la chercher tant que ça. Et je voulais aussi savoir si dans vos cursus ou peut-être dans les cursus de vos amis qui sont également étudiants internationaux, est-ce qu'il y a des possibilités de faire des stages, des alternances? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait également au Québec et au Canada? Bah, vas-y. Vas-y, Grâce. Je sais que moi, dans mon programme, je pouvais accumuler 3 crédits en faisant un stage au Canada. Donc, et là aussi, dans mon master, j'ai un stage à faire aussi. Honnêtement, pour trouver un stage, l'université met en place comme une banque d'emploi. Et c'est ça qui m'a permis de trouver le stage que j'occupe actuellement. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que les entreprises vont vers l'université en disant je cherche des stagiaires dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et moi, j'ai juste à envoyer mon CV à l'université et l'université va déposer le CV pour moi. Donc, je trouve que ça donne quand même une certaine légitimité à la candidature quand c'est l'université qui va déposer le CV pour toi. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé. En vrai, je trouve qu'ici, parce que moi, je compare un peu à la France, à mes amis en France, trouver un stage, je ne trouve pas que ça soit compliqué. En vrai, Ouais. de vrai, je ne trouve pas que ça soit compliqué. Comme si tu as les compétences nécessaires et puis tu as des bonnes expériences professionnelles. En vrai, de vrai, je trouve que c'est vraiment pas difficile. Comme j'ai cherché, 2 semaines après, j'avais 3 entrevues. Pour vous dire comment, quand même. comment c'est très, très simple. En vrai, je n'ai pas cette peur-là de ne pas trouver mon stage à chaque fois. Je sais que pour l'instant, j'ai toujours eu de la chance. Et alors, j'ai juste le temps pour une dernière question. Alors, ça va être la question de Mélissa, qui demande si est-ce que la vie au Canada est plus chère qu'en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Moi, je trouve. Alors, c'est vrai que la dernière année, on a pris une inflation qui est hyper importante et c'est plus cher. Après, en termes de qualité de vie, honnêtement, moi, je trouve que c'est légèrement plus cher sur certains aspects, mais qualité de vie, vous allez vous y retrouver rapidement. Le fromage et par exemple, et le vin, parce que tout le monde me le demande, oui, c'est hors de prix ici. C'est pas cher, c'est hors de prix. Le reste, par exemple, logement équivalent en termes de superficie, Montréal est moins cher qu'un logement à Paris, par exemple.
C'est moins cher que si vous allez étudier à Londres, c'est moins cher que si vous allez étudier à New York et moins cher qu'à Paris. Les études ici, votre université, une école de commerce est moins chère ici qu'une école de commerce qui coûte 12 000 euros en France. C'est pas hors de prix, c'est ça. Moi, je vous invite à regarder un petit peu les prix. C'est pas hors de prix. Évidemment, ça dépend où vous allez faire vos courses. Si vous allez faire chez IGA, qui est l'équivalent du Monoprix, c'est sûr que ça va vous revenir très cher. Mais il y a plein d'étudiants. Chaque année, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'étudiants français et européens qui viennent au Québec. Donc, c'est que c'est possible. Mais après aussi, moi, je sais que quand je suis arrivée, j'avais la tendance, habitude à chercher des produits français. Oui, ne faites pas ça. Que je trouve en France. Donc, c'est une erreur à ne pas faire parce qu'au final, c'est super cher et après, on va se retrouver avec un panier de courses hors de prix. Donc, quand vous venez ici, c'est sûr que il y a des produits qui se ressemblent, mais vous n'allez pas pouvoir retrouver les mêmes produits qu'en France. Il y a des épiceries françaises, mais honnêtement, c'est un petit plaisir qu'on s'accorde quelques fois. De temps en temps. Voilà, c'est ça. Ça ne doit pas Voilà. être une habitude. Sinon, c'est sûr qu'on va trouver le Québec cher. Mais D'accord. Alors, dites-moi. Non, mais c'est ça. C'est encore une fois, lorsque vous venez au Canada, moi, je faisais pareil que Gras, j'allais dans des épiceries françaises, mais il faut vivre le rêve canadien à fond et il faut se fondre dans la culture locale et privilégier les produits d'ici. Et voilà, vivre à 100%. On retrouvera les produits français quand on rentrera en France, ça nous coûtera moins cher. Très cher. En tout cas, vous avez l'air ravis d'être là où vous êtes et je pense que vous avez donné envie aux personnes qui ont regardé ce live. Merci à vous deux, merci Grace, merci Florian. Merci beaucoup. Et merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont suivis pour ce live. J'espère que vous avez eu toutes les informations qui vous intéressaient et on se retrouve pour un prochain live sur Studirama. Au revoir. Merci.